Le cerveau des enfants, pour ne pas dire le cerveau humain. Voilà un sujet largement étudié par mon invitée du jour, Stéphanie Briand. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose 2 à 3 fois par mois, le mardi, un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Stéphanie Briand. Journaliste, réalisatrice, présentatrice de télévision, productrice et conférencière, Stéphanie est une parfaite multipotentialiste. Elle a récemment sorti, après de longs mois de recherche, un livre sur le souffle, mais aujourd'hui, je la reçois sur le thème de son précédent film, Le cerveau des enfants. Nous abordons dans cet épisode la nécessité de connaître son propre fonctionnement lorsque nous sommes parents ou tout simplement curieux de découvrir l'étranger qui sommeille parfois en nous. Stéphanie nous explique pourquoi elle a fait le choix de travailler sur le cerveau et nous en dit plus sur la notion d'update parental qui, à mon avis, va vous plaire autant qu'à moi. J'aime son dynamisme et sa façon d'aborder la parentalité et aussi de vulgariser des notions complexes et pourtant si utiles à l'épanouissement de la génération de demain. Également maman, elle nous parlera de la place qu'elle offre à la confiance dans sa relation avec ses 2 enfants et aussi l'impact de l'éducation sur la maturation de leur état d'esprit. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lika, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors le public au niveau international vous a découvert avec le film documentaire Le cerveau des enfants que vous avez réalisé en 2017 et votre livre qui a suivi en 2019, Le guide du cerveau pour parents éclairés. Et c'est précisément de ces thèmes que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Dans l'introduction, je vous ai précisément présenté, mais je voulais revenir avec vous sur un terme que vous utilisez pour vous qualifier. Vous dites être une multipotentialiste. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce terme ? Je suis une spécialiste, si, mais de la diversité. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de penser de façon horizontale, c'est-à-dire que je joins divers domaines d'expertise. C'est le fonctionnement de mon cerveau et c'est ce qui me crée de l'émulation. J'aime beaucoup aller chercher dans différents domaines des liens que tout le monde ne voit pas. Ma faculté, en fait, c'est vraiment ça, c'est de faire des connexions entre des choses qui semblent n'avoir rien à voir et pourtant qui sont toutes liées. Donc, je suis quelqu'un qui s'intéresse aussi bien au monde du sport que de la culture, je suis aussi bien dans ma tête que dans mon corps, vous comprenez, j'ai besoin de cette multiplicité pour créer ce que je considère comme étant l'unité. Donc, le multipotentialiste, c'est quelqu'un qui a un cœur de recherche, de sujets qui m'animent, mais plusieurs façons de l'exprimer. Donc, je fais des films, j'écris des livres, je donne des talks. Je peux faire énormément de choses, mais c'est toujours lié à ce qui est mon cœur de sujet et qui m'anime. Voilà. Oui, et certainement boosté par la curiosité de découvrir, d'aller plus loin. Absolument, et puis de ne pas être cantonné à un seul domaine. Et j'encourage beaucoup les auditeurs aussi à penser de cette façon-là, parce que souvent on a besoin de nous mettre dans des cases, d'avoir des étiquettes. Alors en France, il y a un terme qui n'est pas français d'ailleurs, on dit d'être des slashers, mais qu'est-ce que c'est que d'être un slasher ? Ça ne veut pas dire grand-chose. On peut être multiple. Quel est le problème finalement ? Au contraire, on sait d'ailleurs que nos cerveaux, pour évoluer et continuer à rester jeunes, créer de nouvelles cellules, eh bien, ils ont besoin de nouveaux apprentissages, de nouveautés. La nouveauté, c'est quelque chose de très, très, très important. Rester dans son confort et refaire en permanence la même chose, c'est ce qui nous bloque dans des boucles. Et sincèrement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de très intéressant dans la vie. Donc, essayez plusieurs choses, ayez plusieurs vies, ayez plusieurs carrières, n'ayez pas peur de cela. De toute façon, une chose viendra enrichir l'autre. Il y a vraiment des vases communicants. Je vois. J'aime cette idée de transversalité. Et cette invitation d'avoir plusieurs vies dans une vie, j'adhère complètement. Il me semble d'ailleurs qu'actuellement, vous arrivez sur la toute fin d'un long travail de recherche sur le souffle. C'est bien ça ?
Oui. Absolument. J'ai mon prochain livre qui sort qui s'appelle L'incroyable pouvoir du souffle, en effet, sur les bénéfices de notre souffle et de notre respiration et comment on peut l'utiliser pour améliorer notre santé mentale, physique, nos performances et puis aussi notre accès à notre sagesse finalement. Mmh. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau projet qui, je le sais déjà, va continuer à nous éclaircir. Alors, pour revenir au cerveau de l'enfant, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à faire des recherches sur ce thème et peut-être nous préciser quelle était votre intention au départ? Je n'avais pas vraiment d'intention, ce qui est une bonne chose, parce que quand on n'a pas d'attente, finalement, on est très libre. Mmh. Donc, je Mmh. m'y suis intéressée parce que déjà, ça faisait très longtemps que je m'intéressais à la philosophie, à la psychologie, à tout ce qui touchait justement à la science de la libération Mmh. du potentiel. Et quand j'ai commencé à lire Dan Siegel, qui est donc un psychiatre Oui. américain, et qu'il expliquait euh, combien nous étions interconnectés, combien les expériences que nous avions eues pendant l'enfance avaient façonné les personnes que nous étions devenues, je me suis mise à mieux me comprendre moi en tant qu'adulte. Ça a été vraiment une évolution de conscience pour moi-même. Mmh. Et j'ai remis en question ce qui m'avait été donné comme étant la carte du monde dans mon enfance, que j'avais créée comme ma perception du monde extérieur. Et en comprenant cela, je me suis dit, mais c'est passionnant de partager cela. C'est la prise de conscience finalement. Et quand on prend conscience, on peut évoluer. Donc, c'est un peu un hasard qui m'a mené à faire ce film parce que je me suis passionnée pour le sujet. Je me suis dit, si ça me passionne, eh ben, très bien, je vais avoir plaisir à travailler des mois sur le sujet. Et puis, ça va peut-être passionner d'autres personnes. Donc, c'est dans cette idée aussi de partage et de transmettre quelque chose que j'ai eu la faculté d'étudier parce que, encore une fois, quand on fait des films ou on écrit des livres, eh bien, notre mission, c'est justement de faire le travail de recherche que d'autres n'ont pas le temps de faire et puis de leur apporter la substantifique moelle de ce que l'on a découvert. Donc, à la fois un hasard, mais surtout une curiosité de l'esprit et une grande un aspect très. Je savais qu'il y avait du sens à faire cela. Mmh. Donc, c'est ça qui m'a porté. Super. Ce que vous dites et ce que je trouve très juste aussi, enfin comme une évidence, c'est que finalement travailler sur le cerveau de l'enfance, ça ne viendra pas uniquement parler aux parents, aux professionnels de l'enfance, ça vient de toute façon parler à toutes les personnes qui ont été enfants, puisque ça Exactement. permet d'aller chercher, d'aller vérifier, enfin d'aller peut-être découvrir même son propre fonctionnement. Tout à fait. Il y a un vrai sujet qui est comment peut-on évoluer dans le monde si on ne comprend pas son cerveau, si on ne se bat pas à la découverte de l'étranger qui est nous-mêmes. Oui. Alors, on ne se connaît jamais totalement parce qu'on va découvrir toujours de nouvelles facettes. Mais quand on arrive à prendre du recul et à être justement un parent pour nous-mêmes et à nous voir avec cette bienveillance et cette conscience, eh bien, on peut véritablement évoluer. Complètement. Est-ce que vous avez eu des retours peut-être sur, enfin j'imagine que oui, mais sur des prises de conscience, sur des personnes qui ont pris conscience de certaines choses sur leur fonctionnement et qui ont vécu comme ça une transition ou bien une façon de voir différente sur leur parcours et puis même sur ce qu'ils étaient? Tellement. Et c'est ça dont je suis très reconnaissante aussi parce que ça vous met du baume au cœur. Alors, j'ai eu par exemple une dame d'environ 80 ans qui est venue me voir après la projection du film une fois dans une salle, qui avait les larmes aux yeux et qui m'a dit, vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez permis de comprendre aujourd'hui la chose qui m'a bloqué toute ma vie. Donc ça, c'est très émouvant. J'ai eu aussi une fois une dame qui est venue à une séance de signature de livres et qui me dit, bah, grâce à vous, j'ai complètement changé de carrière, j'ai repris des études et aujourd'hui, je travaille dans l'univers de la petite enfance. Euh, J'en ai souvent des témoignages comme cela et je vous remercie d'ailleurs de me les faire passer et je vous encourage à le faire parce qu'à chaque fois vraiment ça m'encourage et je me dis bon, bah, ce que je fais ça a du sens, ça touche d'autres personnes et ça m'allume cette lumière intérieure qui fait que c'est mon moteur aussi et que bah, tous les jours je sais pourquoi je me lève le matin. Donc on se nourrit tous les uns des autres et quand on arrive justement à être dans ce cercle vertueux, c'est enrichissant pour tout le monde. Et je sais que les personnes qui viennent m'apporter leur témoignage en disant bah, ça a créé quelque chose chez moi, ça m'a permis de me libérer d'une problématique, eh bien, à côté de ça, ils vont eux aussi provoquer le déclenchement chez d'autres. Donc, c'est un grand relais que nous mettons en œuvre et ça, c'est formidable.
C'est formidable, oui. Ouais. Et alors, je sais que vous êtes maman de deux enfants. Ça a certainement dû changer des choses dans votre regard déjà sur vous. Vous le dites, mais sur vos enfants. Euh, qu'est-ce que vous avez appris, peut-être ajusté dans votre parentalité pendant cette période de recherche? Ce sont de très grands enseignants pour moi, mes enfants. Plus Mhm. que je ne leur apprends des choses, c'est eux qui m'en apprennent et qui me font à chaque fois challenger mes visions, mes compréhensions. Et c'est vraiment du sujet d'étude à tout point de vue de ma réaction et mon rapport à eux, et puis aussi de ce que m'apprennent, parce que ce Oui, sont aussi des étrangers pour moi dans leur fonctionnement. Et en comprenant mieux quelle est la structure de l'être humain, je suis plus en capacité aussi de les accompagner. Ils sont très différents l'un de l'autre, c'est vraiment deux personnalités qui n'ont absolument rien à voir. Donc, ce sont de bons sujets d'études. Mais oui, j'ai évolué dans ma parentalité parce que j'ai évolué dans ma conscience humaine. J'ai évolué dans mon humanité. Ce dont je parle beaucoup, j'ai créé un podcast qui s'appelle Parents augmentés et une formation aussi, qui est un coaching pour les parents, qui s'appelle Parents augmentés. Alors pourquoi Parents augmentés? C'est parce que nous avons besoin de faire des mises à jour. Imaginez que quand les Mhm. premiers ordinateurs sont sortis, c'était des petites machines qui marchaient de façon un petit peu limitée. Et puis, petit à petit, on a vu qu'on devenait super performant, ou quand on a un logiciel et qu'on fait un update, on ne peut plus retourner à la version d'avant parce qu'elle est vraiment obsolète. Eh bien, quand on devient parent, c'est la même chose. On a besoin de faire un update sur l'humain que nous sommes. Parce que si on reste dans le fonctionnement de l'enfance qu'on a eue, eh bien, on ne va pas être en mesure d'accompagner correctement les enfants qui sont maintenant auprès de nous. Et quand on arrive à ces nouvelles versions de nous-mêmes, eh bien, on ne peut plus envisager celles d'avant, qui ne nous appartiennent pas quelque part, parce qu'elles ont été justement façonnées par le monde extérieur. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus, j'ai travaillé sur moi, sur l'évolution de l'être que je suis, d'aller à la fois dans la compréhension de certains mécanismes, de m'en débarrasser, et puis d'en mettre en place des nouveaux qui correspondent aujourd'hui plus à la personne que je suis. Donc, c'est ça la notion pour moi d'update, de mise à jour. C'est vraiment Oui. comment est-ce que vous avez envie de fonctionner, qui vous avez envie d'être. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et je donne les outils, je transmets les techniques pour pouvoir justement être beaucoup plus aligné et ne pas être bloqué dans ce que nous avons créé comme programme quand nous étions enfants, et donc de sortir du pilote automatique. Oui, et ce que je trouve formidable, en tout cas, c'est ce que je défends également, c'est d'offrir une autonomie et une créativité, parce que finalement, une fois qu'on a donné suffisamment de pouvoir grâce à cette mise à jour aux parents, ils ont la capacité d'aller à la rencontre, comme vous dites, hein, des spécificités de leur enfant et d'être créatif, quoi. Absolument, vous avez Je vais raison, dire, parce que sinon, on est dans un étouffement de nos enfants. oui, Il y a une oui, oui. notion qui est très importante, c'est que très souvent, on veut que nos enfants soient heureux. C'est un très Mm, mauvais calcul. L'objectif, mm, c'est pas qu'ils soient heureux, l'objectif, c'est qu'ils soient en sécurité. Et la mm, sécurité, elle passe par la création d'une relation avec eux qui soit sécurisante, qu'ils sachent que nous sommes là pour les aider à grandir, mais pas les aider à grandir en leur disant, bon, bah, je vais te mettre un bon petit tuteur et puis tu vas pousser tout droit. Non, mm. Bien on est sûr. là pour sécuriser le terrain, pour leur apporter de l'eau, pour apporter une terre qui soit nourrissante, pour qu'ils puissent pousser d'eux-mêmes, parce qu'ils ont cette Mm. capacité-là. J'aime beaucoup cette image de laisser pousser l'enfant grâce à la sécurité comme engrais finalement. Et puis quand vous parlez de bonheur, ou plutôt qu'il n'est pas correct de juste vouloir que notre enfant soit heureux, je pense aussi au fait que ce serait finalement prétendre qu'on sait mieux que lui la définition de son bonheur. En tout cas, on sait mieux que nos enfants la définition de leur bonheur à eux. Les enfants savent beaucoup Mm. aussi ce qui est bon Oui, pour eux, oui, hein. oui, Donc, oui, nous, dans notre famille, on challenge beaucoup les idées. oui. J'ai un fils de 10 ans qui me dit, non, mais maman, ok, non, je comprends, tu me dis ça, mais moi, je suis pas d'accord, donc je vois ça Mm. différemment. Et parfois, j'ai l'impression de savoir pour lui, et en fait, il sait mieux que moi, je ne sais pour lui. Alors, je rentre dans, tiens, pourquoi je m'oppose à ça? Quelle est la peur que j'ai derrière? C'est pour Mm, ça que c'est mm, intéressant de se poser vraiment les questions, et que nos enfants sont des miroirs qui nous appellent oui, aussi à aller explorer quelles sont nos limitations, nos peurs, nos croyances. complètement. C'est un cercle vertueux parce qu'un enfant qui vient dire à son parent, je ne suis pas d'accord, j'ai mon avis sur la question,
avant ça, il a repéré son parent comme fiable et quelqu'un qui pouvait écouter et entendre son opposition finalement. Oui, absolument. Ouais. La coopération, elle est importante aussi à créer au sein des familles ou dans le monde de l'encadrement des enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes avec des enfants, quel que soit leur âge d'ailleurs, hein. Est-ce que c'est une notion d'ascendant, bah voilà, on fait comme ça et c'est les règles, les points finaux à la ligne, ou est-ce qu'on est dans une relation? La relation, c'est relié. Donc, quand on relie, eh bien, il y a des deux côtés que ça se passe. Et c'est important d'être dans cet esprit de coopération. Complètement. Ce qui est aussi beaucoup inspirant, c'est ce que vous mettez en lumière sur la différence entre l'esprit fixe et l'esprit de croissance. Alors pour ceux à qui cela ne parlerait peut-être pas, est-ce que vous pourriez nous en présenter une courte définition, Stéphanie? Alors, c'est une célèbre psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui enseigne à Stanford, qui a identifié 2 types d'états d'esprit selon nos comportements. Donc, l'état d'esprit fixe, c'est la croyance qu'il y a des talents innés, que certaines personnes sont douées, et que donc on est avec une certaine somme d'intelligence, mais que c'est fixe, qu'on n'en aura pas davantage. Alors que l'état d'esprit de croissance, c'est de considérer que on peut arriver à tout avec du travail, que l'erreur est saine, qu'on se développe au fur et à mesure et qu'il n'y a rien qui est véritablement impossible. Alors, ce n'est pas nier les talents, c'est en revanche dire, bon, bah oui, il y a peut-être des facilités, mais pour autant, ce n'est pas ça qui va être déterminant. Quand on a un état d'esprit fixe, la difficulté, c'est d'embrasser les défis parce qu'on a tellement peur de se planter que l'on reste bloqué dans ce pourquoi on est bon de façon innée. Donc, on est naturellement doué pour quelque chose. Et on va avoir vraiment de grandes difficultés à aller explorer des territoires où les choses semblent plus difficiles. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas valorisant, puisqu'il nous empêche d'être doués. Donc, c'est très contre-productif finalement. On croit que de dire à quelqu'un qu'il est doué, c'est l'encourager, mais non, c'est l'enfermer. Alors que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, vraiment, ont cette liberté de dire, bon, bah, quel que soit ce que je décide de faire, le chemin va peut-être être tourmenté, périlleux, mais je vais y arriver et puis je vais avancer à mon rythme et de toute façon, je vais évoluer. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la motivation intrinsèque, que j'utilise beaucoup comme terme et qui se définit par le fait d'être guidé par l'intérêt, le plaisir, sans attendre d'approbation extérieure, en tout cas l'intérêt et le plaisir personnel, individuel et profond. Alors oui et non, je comprends ce que vous voulez dire, mais non, parce que la motivation intrinsèque, elle peut très bien être motivée par le fait de briller dans les yeux de l'autre. Oui, c'est vrai. Donc tout dépend du moteur en fait, et parce que l'état d'esprit fixe, il en est là, il veut être admiré pour sa douance. Et ça, c'est une motivation intrinsèque. J'envisageais pas. Oui, pardon, je vous coupe. Oui, c'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis oui et non. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce qui est intéressant de se poser comme question justement dans la notion de motivation, c'est quel est le moteur? Quel est le moteur que l'on a dans la vie et pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que c'est par une validation du monde extérieur ou est-ce que vraiment c'est parce que c'est ce qui nous anime? Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on a un état d'esprit fixe, parfois c'est plus difficile de trouver ce qui nous anime, enfin, d'oser vraiment l'épouser, parce que le regard de l'autre est quand même très important. Et en effet, peut-être que cette motivation est plus facile à trouver ou pas, parce que ça peut aussi être lié à le dur labeur, vous voyez, d'être besogneux. Donc, la motivation peut être attachée au plaisir par le fait de travailler dur pour obtenir quelque chose. Ce qui n'est pas nécessairement non plus une bonne motivation. Parce que ce qui est important, c'est d'arriver à révéler le sens de soi et de faire ce qui nous rend heureux et de l'ouvrir totalement. Mais bon, c'est la quête d'une vie. Hein. En tout cas, j'entends par là en fait qu'une grande partie de nos schémas et même de nos croyances limitantes sont certainement renforcées par le fait d'avoir reçu cette confusion justement entre la félicitation, qui est reliée, je pense, à l'esprit fixe, et les encouragements, qui correspondent plutôt à l'esprit de croissance.
Et parfois, je vois bien, en tout cas, je reconnais cette attente de valorisation, mais plutôt en termes d'approbation et de félicitations, quoi. Ce qui est sûr, c'est que comme le cerveau est social, de créer du lien avec l'enfant et qu'il le fasse parce que il a envie de partager ce temps et qu'il voit que ça crée une relation de qualité avec le parent, va être très très fort. Avec le parent ou l'éducateur. Donc comprenez bien que tous les enfants, ils vont être vraiment dans la validation de ce qu'on va leur envoyer comme étant ça m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se conforment parfois à des intérêts des parents, mais c'est pas du tout leur intérêt, mais c'est parce qu'ils créent du lien. Donc nous, on a cette grande responsabilité de choisir où est-ce qu'on décide de mettre le lien. Lier l'enfant à sa motivation. Comme il veut créer du lien avec nous, il va travailler sur ce qu'il pense étant la chose qui lui permet de créer du lien avec nous. Oui, je comprends. Oui. Alors la grande difficulté, comme je disais en introduction, c'est qu'on a tous été des enfants finalement et qu'on a tous nos schémas. Nombreux sont les parents à avoir un état d'esprit fixe alors finalement. Et pour faire cette distinction et guider son enfant, c'est pas si simple. J'imagine que le plus riche dans l'accompagnement, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine dans mon travail, et je pense que vous en êtes d'accord, c'est bien la prise de conscience du parent d'où il en est avec lui-même. C'est les prises de conscience qui sont le plus passionnant. Mais ça, on peut pas vraiment le créer en fait. C'est un peu cette notion de quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc il faut être prêt à recevoir ça. Et puis le degré aussi de conscience évolue. Donc il y a un premier déclic, et puis après il y en a un second. Et puis c'est cette notion d'update, vous voyez. On passe d'une version à une autre. Et il ne faut pas aller trop vite, on ne peut pas précipiter les choses. C'est vraiment un choix, je pense, à un moment où, dans nos vies de parents ou d'encadrants, on se dit, OK, est-ce que je suis à la fin du voyage là? Est-ce que je reste là où je suis? Ou est-ce que j'ai envie d'aller questionner, d'aller peut-être ébranler des choses qui fonctionnent bien, qui me semblent bien fonctionner, mais est-ce que je suis prêt à aller plus loin? Et c'est la grande difficulté que rencontrent beaucoup d'adultes. C'est que quand on a un système bien rodé qui fonctionne, de se dire qu'on va aller s'engager sur des terrains un peu plus caillouteux et qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est assez angoissant. Moi, je trouve ça excitant parce que c'est mon moteur. Justement, ma motivation intrinsèque, elle est beaucoup de « Allez, on y va, prochaine étape, qu'est-ce qui nous attend ?» Bon, ça va être rock'n'roll, mais on y va quand même. Il y a un schéma qui est assez intéressant sur la libération et le fait de trouver son épanouissement. Donc, vous avez sur la ligne verticale, donc je ne sais plus si c'est les coordonnées, les ordonnées, ou je ne sais plus, il faudrait que je retourne à mes cours de maths, qui est l'épanouissement. Et puis sur l'autre ligne, on a un peu la sécurité. Donc, où on a une ligne comme ça qui monte et puis qui stagne, ou on a une ligne qui va monter puis qui va faire des creux, vous voyez ce que je veux dire, qui va être très sinueuse. Et à des moments, on a des trous, quoi. Parce que quand on monte et quand on va découvrir quelque chose de nouveau, et ben, ouf, ça va un peu tout bouleverser. On va avoir peur, on va avoir des difficultés, mais après, ça remonte très haut. Et finalement, à la fin, eh ben, on se retrouve dans un niveau d'épanouissement qui est beaucoup plus grand que si on avait été dans cette stagnation où on avait continué à évoluer dans des eaux un peu tièdes, quoi. Alors qu'on peut trouver quelque chose de très, très, très enrichissant autrement. Mais c'est pas simple. C'est sinueux et ça peut être épuisant, en effet. En fait, c'est pas fatigant. Il y a juste des moments où il faut s'attendre au fait que ce soit pas facile. Et après, on la passe, la vague. Voilà. Et puis, mais encore une fois, c'est cette nouvelle version de soi. Donc, à un moment, il faut travailler sur la création du nouveau logiciel. Et ça nous demande un peu de sueur. Et puis, une fois que le nouveau logiciel est prêt, hop, on le met. Et là, on dit waouh, purée quelle facilité maintenant. Il y a des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on fait tellement simplement. Et on automatise de nouvelles choses très positives. Ouais, super. Je vais rester sur cette fin avec cette ouverture positive, justement. Stéphanie, j'aime beaucoup votre façon d'aborder la parentalité, votre dynamisme et cet entrain qui emporte le parent dans ce qui ressemble à vos côtés, à une aventure finalement. On va conclure ainsi. Je vous remercie encore infiniment pour ce temps d'échange. Je sais déjà qu'il plaira au moins autant qu'il m'a plu de revoir votre approche et je vous dis à bientôt peut-être sur ce même thème.
Ou peut-être sur le souffle, qui sait. Écoutez, merci beaucoup. Bonne chance à ce podcast et bravo pour votre mission d'accompagnement. Et à très bientôt, bien sûr. Merci Stéphanie. Au revoir. J'espère que cet échange vous a plu. Je vous propose de retrouver Stéphanie Briand au-delà de cet épisode grâce aux liens et ressources que je vous partage dans la présentation de celui-ci. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en les partageant sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi sur Instagram et également sur Facebook. Si cet épisode vous a intéressé, pour donner un petit coup de pouce à sa visibilité, je vous laisse mettre 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.